Bonjour, je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors. Dans cette vidéo, je vous propose de parcourir les principaux enseignements de plusieurs études que nous avons menées en 2022 et 2023 sur le thème des seniors et la prévention, et notamment les résultats d'un sondage que nous avons mené auprès de 3000 jeunes seniors âgés de 55 à 75 ans. L'idée, c'est de comprendre les perspectives variées, leurs attentes, de comprendre leurs différentes visions de la prévention, de vous présenter également une segmentation qui vous permettra de comprendre quels sont les profils de seniors qui sont les plus sensibles à la prévention et aux actions de prévention. Ensuite, nous parlerons de comment communiquer à destination de ces jeunes seniors pour augmenter les performances de nos actions de prévention. Et enfin, l'engagement 2024, nous allons parcourir et découvrir comment les jeunes seniors envisagent leurs actions de prévention en 2024 et pour les toutes prochaines années. Donc, comme je vous le disais, l'idée est de vous présenter les résultats d'une étude que nous avons menée qui s'appelle les 3000 jeunes seniors sur le thème de la prévention, mais également des conclusions issues d'études que nous avons menées ces 2 dernières années. Je vais également vous présenter durant la présentation une formation que nous avons mise en place pour aller plus loin, pour maximiser l'efficacité de vos actions de prévention. Donc c'est une formation que vous allez découvrir qui sert à améliorer vos actions de prévention et qui est issue des différentes études que nous avons menées, notamment des études plus poussées sur l'étude des 3000 jeunes seniors. Tout d'abord, qui nous sommes? À Stratégique, nous sommes une agence de conseil sur le marché des seniors qui existe depuis 1998. AG Économie Y, c'est un cercle, un réseau d'affaires qui se réunit tous les 2 mois à peu près, où nous sommes autour d'un invité d'honneur pour les DG, PDG. ageconomie.com, c'est le portail d'analyse, et le grand entretien, peut-être que vous connaissez, c'est une émission que j'anime où je suis face à face avec une ou un dirigeant sur le marché des seniors. Les objectifs de l'étude et de contexte de la recherche que je vais vous présenter, c'est un sujet qui nous a fortement intéressés. Ce qui nous a fortement intéressés, c'est de comprendre comment on peut attirer plus de personnes dans des actions de prévention et comment surtout attirer les bonnes personnes. Car vous verrez que dans beaucoup d'actions de prévention, et peut-être que c'est aperçu, ce n'est pas forcément les profils que l'on recherche qui participent aux actions de prévention. Donc, il y a d'abord eu une étape d'analyse de plusieurs années sur les seniors et la prévention. Effectivement, on existe depuis très longtemps, donc on connaît bien le sujet des seniors. Là, on a fait un focus sur la prévention. Il y a eu des entretiens individuels avec des seniors. Il y a eu des focus group menés ces 2 dernières années, des analyses stratégiques, des missions et des accompagnements que nous avons réalisés. Bien évidemment, il y a des parties qui sont confidentielles qui appartiennent à nos clients, bien évidemment. Là, je vous présente l'aspect non confidentiel, non propriété. L'objectif de cette présentation et de cette recherche, c'est de maximiser l'efficacité des actions de prévention pour les seniors. Là, on a marqué plus de 60 ans. L'étude des 3000 porte sur les 55-75 ans, mais l'idée, c'est de se focaliser sur les plus de 60 ans. Mais c'est aussi l'idée d'aller au-delà des actions de prévention. Les éléments que je vais vous fournir dans cette présentation vont pouvoir également servir à vous, si vous êtes un entrepreneur sur la Silver Economy, pour pouvoir proposer vos produits et services plus facilement en amont. Je prends un exemple, une partie des personnes âgées qui font équiper leur logement ou qui prennent une téléassistance, généralement c'est après une grande frayeur ou après un incident, une chute par exemple, une prise de conscience. Et l'idée de cette présentation, c'est également de vous donner des idées, des astuces pour pouvoir proposer plus facilement vos actions de prévention et vos produits de Silver Economy en amont, en prévention, plutôt qu'une fois qu'un incident est arrivé. Donc il y a une partie qualitative et une partie quantitative. Concernant les méthodologies sur les seniors, mais notamment les méthodologies sur la stratégie, il y a plusieurs courants de pensée. Nous, on est plutôt favorable à d'abord faire des qualis, soit individuels, soit en focus group, pour comprendre les tendances, pour comprendre les sujets. Et ensuite, c'est ces éléments que nous avons obtenus dans les différents focus group et différents entretiens, que l'on
que l'on met dans une étude, dans un sondage quantitatif. D'autres ne font pas comme ça, d'autres font d'abord le sondage quantitatif et après font des focus group. Généralement, on fait des focus group après un sondage pour pouvoir nous aider à analyser le sondage. Le sondage a été réalisé auprès de 3000 personnes âgées de 55 à 75 ans, un peu plus que 3000 personnes, avec la méthode des quotas sur les critères sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, type de commune et région. Et cette étude a été réalisée en 2023 alors que les parties qualitatives et les analyses ont été réalisées sur ces dernières années. Alors, la première partie que je vous propose, c'est de parcourir quelques enseignements des seniors pour bien comprendre quelle est leur vision par rapport à la prévention, où est-ce qu'ils en sont et ce qu'ils comptent faire dans les prochaines années. Donc on a intitulé cette partie visionnaire ou pragmatique. À chaque fois sur le slide, vous aurez la question posée, vous aurez un texte d'explication en bas et le titre en haut qui est la conclusion que l'on vous propose. La question c'est: quelle évaluation faites-vous de votre état de santé actuel? Et là, c'est un grand classique, les seniors se sentent en bonne santé. Alors il y a plusieurs phénomènes, mais je vais vous partager deux idées. En vieillissant, on devient plus posé, généralement plus mature, et donc on s'aperçoit que psychologiquement, on se sent mieux au bout d'un certain âge. Ça c'est une moyenne, bien évidemment. Et ensuite, il y a le fait que les seniors ont tendance à ne pas intégrer les maladies chroniques comme le diabète, le cholestérol, dans un état de mauvaise santé, généralement. Et c'est pour ça qu'en fait, ils font abstraction généralement d'une partie de ces maladies chroniques pour répondre à cette question. Et c'est pour ça qu'on s'aperçoit que les jeunes seniors se sentent en bonne santé. Donc je vous rappelle qu'on parle ici des 55-75 ans. Bien évidemment, les maladies cognitives comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, ça c'est inclus dans une mauvaise santé, mais c'est des maladies qui en moyenne concernent les personnes plus âgées. Donc là on retrouve un phénomène normal. Donc là on les a questionnés sur leur âge, parce que vous allez vous rendre compte que la perception de leur âge joue de manière très importante. On leur a posé la question: mentalement, vous sentez-vous plus jeune que votre âge, en accord avec votre âge et plus âgé que votre âge? Donc là on s'aperçoit que seuls 3% des personnes se sentent plus âgées que leur âge, et là on retrouve un classique. Et en fait, on verra plus tard sur l'âge subjectif, l'âge que l'on pense avoir, entre guillemets. En moyenne, une personne de 60 ans se perçoit 14 ans plus jeune. Bien sûr, il y a des variations, mais il y a tendance à vouloir se rajeunir. Entre parenthèses, c'est pour cela aussi, par exemple, que les couvertures des magazines seniors comme Notre Temps ou Pleine Vie ne mettent pas des personnes très âgées, parce qu'ils jouent sur l'âge subjectif, l'âge auquel on va s'identifier. Pouvez-vous définir ce que signifie bien vieillir? Donc là, on leur a soumis plusieurs idées. Donc dans l'ordre, ils répondent maintenir une santé physique et morale optimale tout au long du vieillissement. Donc là, c'est la santé. Conserver des relations sociales enrichissantes et maintenir les liens familiaux solides. Adopter des attitudes de vie saines incluant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et la gestion du stress. Plus tard, on va séparer ces différents éléments. Continuer à apprendre, à évoluer, à relever de nouveaux défis, même à un âge avancé. Vivre activement, profiter pleinement de chaque moment indépendamment de l'âge. S'adapter aux changements physiques et sociaux tout en maintenant dignité et respect de soi. Donc c'est le triptyque santé, lien social et manger équilibré, qui fait que on définit comme étant un pilier du vieillissement. Donc on voit la grande majorité, 90%, souligne l'importance de préserver une santé physique et mentale optimale, suivi par 65% qui mettent en avant la conservation des relations sociales enrichissantes. Comment définiriez-vous la dépendance dans un contexte du vieillissement? Donc là, effectivement, j'en ai pas parlé. Là, on parle bien de la prévention par rapport à la perte d'autonomie. On ne parle pas de la prévention par rapport à la santé. Il y a quand même une différence. Lorsque l'on fait des focus group avec des seniors, jeunes seniors, entre 60 et 70 ans, on s'aperçoit que les campagnes de communication manger, bouger ou 5 fruits et légumes ont impacté une grande partie de cette génération. Ça ne veut pas dire que tous les membres de cette génération suivent les recommandations. En tout cas, les campagnes de communication sur manger, bouger et manger 5 fruits et légumes ont été retenues par ces jeunes seniors. Là, dans l'étude, on parle de la prévention par rapport à la perte d'autonomie
qui est généralement un sujet qui est très proche, bien évidemment, c'est de la santé et le commun, mais en tout cas, c'est un point spécifique. Donc, comment définiriez-vous la dépendance dans le contexte du vieillissement? La vie devient moins agréable à cause des problèmes de santé, donc là, c'est les problèmes de santé, et persistants, vous voyez, ils font la différence. Perdre la capacité à prendre des décisions tout seul, donc là, on est bien sur les jeunes seniors. Avoir de plus en plus besoin d'aide pour faire des choses simples, se sentir seul et avoir moins de contacts sociaux, là, il y a un phénomène générationnel et d'âge. Oui. Ne pas pouvoir faire certaines activités quotidiennes sans aide et dépendre financièrement pour les besoins essentiels. Donc vous voyez, la dépendance et le contexte du vieillissement peut se résumer, d'après eux, à la diminution du plaisir de vivre en raison de problèmes de santé persistants, à la perte d'autonomie décisionnelle, à la nécessité croissante d'aide pour les tâches simples. On va faire un petit détour sur les effets d'âge et les effets de génération pour bien comprendre et bien avoir un filtre de compréhension. Quand on analyse les comportements des seniors, et notamment l'évolution des seniors, ou alors la comparaison entre différentes générations ou différentes personnes d'âge différents, on peut étudier cela sur plusieurs critères, notamment les effets d'âge et les effets de génération. Alors pour faire simple, les effets d'âge, ça mesure les changements de comportement au fur et à mesure que l'on vieillit. Par exemple, en vieillissant, on devient moins mobile, on reste plus longtemps chez soi, donc le temps passé chez soi augmente. La consommation de biens d'équipement, de chauffage, de consommation électrique a tendance à augmenter avec l'âge. Par contre, en prenant l'âge qui baisse, c'est la consommation de vêtements, par exemple, pour les travailler, tout simplement. Donc ça, c'est un effet d'âge. Et après, il y a des effets de génération qui sont liés aux valeurs d'importance, aux valeurs qui sont inhérentes aux générations. Et j'en parle dans d'autres vidéos, les baby-boomers ont des valeurs qui sont spécifiques et qui sont différentes des jeunes seniors. Et vous avez des comportements qui sont plus accentués sur certaines générations que sur d'autres. Pour faire simple, l'usage d'Internet, du numérique est plus poussé sur les jeunes seniors, bien sûr, que sur les seniors plus âgés. Et donc, quand on essaie de comprendre les projections des comportements des jeunes seniors dans les prochaines années, dans les années futures, il est intéressant de noter à la fois les facteurs d'âge et à la fois des générations. Parce qu'on peut développer des activités de prévention qui correspondent à un facteur générationnel très âgé. Vos actions de prévention, dans ce cas-là, ne fonctionneront pas forcément ou plus du tout sur les jeunes seniors. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des actions de prévention qui soient à la fois basées sur des facteurs générationnels forts et à la fois sur des facteurs d'âge très forts également. Avez-vous été ou êtes-vous aidant d'une personne âgée? Donc là, je ne vais pas tout vous présenter parce qu'une partie appartient à un grand groupe avec lequel nous avons réalisé une partie de cette étude. Mais l'idée principale qu'on s'aperçoit, c'est que, bien sûr, on verra plus tard qu'il y a des profils qui sont beaucoup plus réceptifs aux actions de prévention et qui prennent des actions de prévention par rapport à la perte d'autonomie beaucoup plus tôt. Et ensuite, il y a des facteurs qui vont accentuer, qui vont déclencher l'intérêt pour des actions de prévention encore plus importantes. Et c'est notamment le fait d'être aidant. On s'aperçoit que le fait d'être aidant, c'est une prise de conscience chez une partie des seniors, des aidants, sur ce qui peut arriver si on ne prend pas soin de soi en prévention par rapport à la perte d'autonomie de son proche âgé. Une partie des aidants se disent « nous ne voulons pas finir comme nos parents ». Et donc, après l'aidance, il y a une action, des actions qui sont prises pour protéger leur santé par rapport à la perte d'autonomie. Donc c'est pour ça qu'on a posé la question avez-vous été aidant ou êtes-vous aidant d'une personne âgée? Vous voyez, donc une très grande majorité, en fait, une portion significative des répondants, 46% ont déjà assumé le rôle d'aidant pour une personne âgée. Je parle bien pour une personne âgée, parce qu'après il y a tous les aidants âgés, plus âgés, dont leurs parents, dont leurs enfants avaient un problème de santé, par exemple. Tandis que 29% envisagent de le devenir à l'avenir, c'est qu'en fait, ils voient leurs parents âgés vieillir, et donc une partie juge qu'ils vont être aidants. Croyez-vous que l'on puisse influencer positivement le processus de bien vieillir à l'âge de 70 ans? On leur a posé plusieurs questions. Ce que je peux vous partager, c'est cette question par rapport à 70 ans. Alors là, on parle bien des 55-75 ans. Donc là, effectivement, il y a aussi des facteurs de génération, il y a aussi des explications d'accès
aux informations et d'imprégnation des campagnes de communication sur le bien vieillir et sur la santé. Une majorité, 58%, des 55-75 ans qu'on a interviewés pensent qu'il est encore possible d'influencer positivement le processus du bien vieillir à l'âge de 70 ans. On voit bien qu'une personne qui pense qu'il sera encore temps plus tard de prendre des actions de prévention sera peut-être moins encline, même s'il y a d'autres facteurs, à accepter vos actions de prévention. 58% estiment qu'il est encore possible d'influencer positivement le processus du bien vieillir à l'âge de 70 ans, tandis que 34% pensent que c'est difficile. Comment peut-on influencer le processus de bien vieillir? Donc en fait là, on a fait sur la base de ceux qui avaient répondu oui, bien évidemment. Donc ça représente 1740 personnes. On voit qu'en premier, c'est passer du temps avec des amis et la famille. Là, on parle bien des jeunes seniors. Vous voyez, là, il y a un phénomène générationnel. Là, je vous présente l'ensemble des 55-75 ans. Si on interroge les plus de 70 ans, l'ordre n'est pas forcément le même. D'accord? Je voulais juste vous dire ça. Il faut prendre en compte qu'on est jeune sur les jeunes seniors. Donc, passer du temps avec les amis, éviter les comportements risqués, bien évidemment, manger équilibré et faire de l'exercice. Donc là, c'est les campagnes de communication qui ont complètement fonctionné. Faire des bilans de santé réguliers, donc oui, et là, ils ne le citent pas, mais quand on réfléchit pourquoi ils ne le citent pas, c'est parce qu'en fait, pour eux, c'est naturel, donc il n'y a pas besoin d'en faire plus. Faire des activités pour stimuler le cerveau, apprendre de nouvelles choses et rester connecté, et gérer le stress et les techniques de relaxation. On verra également que la gestion du stress, elle n'est pas encore acquise. En tout cas, le lien entre la gestion du stress, ou un stress, on va dire, non géré, dans le sens non accepté, non digéré, entre guillemets, non-gestion du stress, ce lien entre non-gestion du stress et une perte d'autonomie, ce lien n'est pas encore fait sur les jeunes générations, alors que peut-être sur ma génération, peut-être que je présuppose que ce sera peut-être un peu plus important. Donc, les participants soulignent que manger équilibré, faire l'exercice, maintenir des liens sociaux, éviter les comportements risqués sont des pratiques clés pour influencer positivement le vieillissement. À quel âge pensez-vous qu'il est opportun de commencer à mettre en place des actions de prévention pour favoriser le bien vieillir? On interroge les 55-75 ans, et là, c'est sur la base des gens qui ont répondu oui, qu'on pouvait encore influencer à l'âge de 75 ans. Vous voyez, en fonction de vos actions de prévention, il faut creuser dans le détail, parce qu'on peut avoir une information qui ne corresponde pas à votre cas très précis. Et on peut vous accompagner, bien sûr, sur ce cas-là, sur votre projet particulier, bien évidemment, c'est ce que nous faisons régulièrement. Donc on voit que près de 45% disent que c'est entre 60 et 75 ans, donc là on est bien dans la prévention du bien vieillir, on n'est pas dans la prévention de la santé, même si c'est lié, d'accord? C'est préservation de la santé à la limite pour le bien vieillir. En tout cas, c'est une grande partie que c'est opportun de commencer avant 70 ans, même si ces personnes-là disent qu'à 70 ans, on peut encore influencer. La perception de l'âge propice pour initier des actions de prévention varie, avec une tendance marquée vers le début de la cinquantaine jusqu'à la soixante-dizaine, soulignant la reconnaissance croissante de l'importance de la prévention à différentes étapes de la vie adulte. Avez-vous déjà pris des actions de prévention pour favoriser le bien vieillir? Donc là, on a interrogé tout le monde. Vous voyez, et là, il va y avoir des trucs intéressants, parce qu'entre ce que je perçois comme action de prévention que je fais, et ce que je devrais faire, ou ce que je veux faire, ou par rapport à ce que je devrais faire, ce que je pense faire par rapport à un résultat, il y a des différences. Donc, on voit qu'une très grande majorité des 55-70 ans disent avoir déjà pris des actions de prévention. Mais comme c'est marqué en bas, c'est une perception. Donc, s'ils ont pris des actions de prévention, donc là on a une base sur de 2166, ils ont pris des soins. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pris comme action de prévention? Ceux qui ont répondu qu'on avait pris. Soins de santé réguliers et bilan de santé, alimentation équilibrée, maintien des relations sociales, activité physique, exercice régulier, gestion des maladies chroniques. Donc là, on voit qu'il y a encore assez peu de personnes qui ont des maladies chroniques. Les premiers problèmes de santé, en tout cas l'espérance de vie en bonne santé, c'est 65 ans.
très faible. Préservation cognitive, exercices mentaux, habitudes de sommeil, gestion du stress, prévention des chutes et sécurité à domicile. Donc là, on est vraiment au tout début du début d'intérêt d'adapter son logement. Sinon, donc là, on a une base très très faible. Donc là, il ne faut pas voir les pourcentages, il faut juste voir les tendances, parce qu'on est sur 213 personnes qui n'ont pas pris d'action de prévention. Ils ont d'autres priorités, pas eu le temps. En fait, c'est le manque de temps essentiellement, et le manque de connaissances qui les bloquent. Donc c'est un manque de temps et un manque d'intérêt. Mais attention, l'échantillon est très faible, donc il faudrait faire une étude beaucoup plus poussée avec environ 1000 personnes sur des personnes qui répondent non sur la question: avez-vous pris des actions de prévention? Donc il faudrait creuser l'étude. Quels sont les principaux domaines de la prévention liés au vieillissement sur lesquels vous vous sentez le mieux informé? Donc là, effectivement, on s'aperçoit dans les études qu'il y a une notion d'accès à l'information et une notion d'accès à l'information que eux jugent le plus juste possible. Dans les études, ils nous disent: mais attendez, mais nous, les régimes, il y a tout et son contraire, il y a tous les avis différents. En tout cas, ils ressentent une difficulté à avoir les bonnes informations. Par contre, ils se sentent le mieux informés sur l'alimentation équilibrée et la nutrition. Là, effectivement, c'est les campagnes de communication, c'est le Nutri-Score qui est complètement rentré dans les mœurs. Hein. L'activité physique adaptée, exercice régulier, donc là, c'est également intégré, totalement intégré. Les soins de santé réguliers et bilan de santé, c'est leur médecin, bien évidemment. La gestion des maladies chroniques, là, en fait, ils ont... Alors là, c'est intéressant, parce qu'en fait, oui, la gestion des maladies chroniques, on se dit... certains vont me dire: oui, mais c'est en contradiction avec ce qu'on a marqué juste avant, parce que les maladies chroniques, c'était très faible sur un slide précédent. Là, on parle de l'information, et là, on voit que la partie des aidants est cumulée ici. C'est en fait, il y a des personnes qui ont des maladies chroniques déjà à ces tranches d'âge-là, assez jeunes. Donc là, ils se sentent suffisamment informés par rapport à leur état de santé. Mais là, il y a aussi les aidants qui ont vu les maladies chroniques ou les maladies chroniques de leurs parents âgés, et donc ils se sentent informés, bien évidemment. Quelles seraient les démarches les plus persuasives pour vous inciter à adopter des comportements favorables au bien vieillir? Dans la suite de la présentation, je vais vous expliquer un petit peu par rapport aux différentes typologies. Donc, pour les inciter à des actions de prévention, créer des campagnes de sensibilisation percutantes pour mémoriser et impacter. Mettre en avant des professionnels de santé, partager des témoignages de personnes, proposer des ateliers pratiques, accéder à des informations claires et factuelles sur les bénéfices et offrir des incitations aux récompenses. On voit qu'effectivement, le gaming, qui peut être intéressant pour continuer une activité de prévention, ce gaming, en fait, n'est pas forcément une clé d'entrée pour les seniors dans la prévention. En fait, c'est pas parce que vous leur dites que vous aurez des activités à base de jeux, en fait, au niveau du gaming, que vous allez pouvoir attirer plus de personnes dans des actions de prévention. Ce qui attire plus de personnes dans les actions de prévention, c'est connu, en fait, c'est la convivialité notamment. Bien sûr, pas que la convivialité, il y a aussi le sujet, ce qui encadre des actions de prévention, le type d'action de prévention, sur quel thème porte. Mais en tout cas, la convivialité est un élément important. Pour 2024, envisagez-vous de renforcer vos actions de prévention en prenant davantage de mesures de cette liste? Donc là, c'est pareil. Soins de santé réguliers, bilan de santé, on va un peu plus. Maintien des relations sociales, on retrouve toujours le triptyque. Hein. Le triptyque, les 4 points, puisqu'en fait, il y a santé, relations sociales, alimentation équilibrée et activité physique. Je dis triptyque parce que c'était regroupé avant. Préservation cognitive avec des exercices, prévention des chutes, sécurité à domicile, le sommeil, l'aménagement du domicile et la gestion du stress. Là, effectivement, on voit encore que le lien entre le stress, enfin, très peu de personnes, en fait, ont vraiment intégré que le stress faisait vieillir. C'est en fait quelqu'un qui a une mauvaise gestion du stress et quelqu'un qui vieillit en moyenne plus rapidement, notamment dû aux hormones qui se développent dans le corps et les mécanismes, en fait, qui vont attaquer le corps sous forme de stress, par exemple, durant le stress.
Alors, on s'aperçoit qu'en fait, sur les jeunes seniors qu'on a interviewés récemment, on s'aperçoit que la communication de MaPrimeAdapt ne devrait pas avoir un impact significatif parce qu'on est sur les jeunes seniors. Il y en a très très peu, en fait, vous voyez, il n'y a même pas 5% qui pensent adapter leur logement et l'aménagement du domicile. C'est-à-dire qu'en fait, quand on les interroge, ils disent c'est vraiment trop tôt. C'est trop tôt pour adapter le logement. L'adaptation de logement se fait vers 75 ans, 80 ans, même plus que 80 ans, mais pas avant. Et même une campagne de communication ne va pas pouvoir changer les choses à mon avis, surtout que MaPrimeAdapt va être perçu en fait. Ça dépend comment les acteurs vont communiquer. MaPrimeAdapt risque d'être perçu comme une prime pour les personnes qui sont handicapées ou personnes dépendantes. Et donc les jeunes seniors ne se sentiront pas concernés. Et donc on peut se poser la question si MaPrimeAdapt va changer quelque chose pour les jeunes seniors. Je pense que MaPrimeAdapt va simplifier l'aménagement du domicile pour de toute façon ceux qui auraient déjà équipé leur logement, ceux qui pensaient équiper leur logement. Et on verra en 2025-2026 si j'ai raison. Alors il y a un mais, donc ça c'est toutes les conclusions, il y a un mais. On s'aperçoit que les actions de prévention ont des résultats qui sont faibles. Par exemple, les ateliers, il y a moins de 3% de participants, en tout cas c'est moins de 5% de participants lorsque vous faites un mailing. Sauf si vous êtes très 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 bon, hein, vous allez vous apercevoir qu'il y a moins de 3% qui répondent, qui participent au mailing. Et ensuite, vous allez vous apercevoir, on verra après, que ceux qui participent à vos actions de prévention, comme les ateliers, ne sont pas ceux qui devraient être attirés, mais sont ceux qui sont déjà acquis à la prévention. Et ils viennent encore pour apprendre encore plus d'informations sur la prévention. Donc ce n'est pas le profil qui est le plus sujet en moyenne à occasionner des coûts de santé dans les prochaines années. Les diagnostics habitat, vous savez, un ergothérapeute vient au domicile pour faire un diagnostic, il y en a moins de 10 000 par an, à mon avis c'est même moins de 5 000 par an. Et les produits et les services Silver-Eco sont consommés tardivement, donc là je parle de l'aménagement du domicile, le service à la personne, de technologie. En fait, c'est la maman qui dit « ma fille, j'ai toute ma tête, j'ai pas besoin d'une auxiliaire de vie, je me débrouille tout seul », alors que le personne âgé a des difficultés. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, et là on va parler un petit peu de psychologie pour ceux qui suivent. Je suis très fortement intéressé par la psychologie et le développement personnel depuis plus de 25 ans, c'est un de mes autres métiers. Les raisons pour lesquelles les actions de prévention ne fonctionnent pas, il y a des idées que je pense que vous allez connaître, puis il y a des idées peut-être qui vont vous faire réfléchir. Bien évidemment, on connaît la faible culture de prévention de notre pays. Si vous voulez comparer par exemple la France à la Suède, c'est totalement différent. L'espérance de vie en bonne santé en France, c'est 65 ans, ou 66 ans. En Suède, c'est beaucoup plus âgé. Mais c'est dû à leur système social, qui, pour moi, c'est dû à leur système social, entre autres, qui a généré une culture d'autonomie et de prise en charge individuelle. Ensuite, il y a le fait de manque de conscience. Je n'ai pas conscience que le stress favorise le vieillissement. Je n'ai pas conscience que manger trop de sel, ça favorise l'hypertension, par exemple. Donc là, le manque de conscience, ou je n'ai pas conscience que ma maison n'est pas adaptée, je n'ai pas conscience que j'ai mis un tapis en haut des escaliers et que je peux tomber, et là, j'en ai pas conscience. Ensuite, après, il y a le déni. C'est-à-dire, en fait, c'est des personnes qui vont dire « oui, oui, ma fille, on verra plus tard, on prendra une auxiliaire de vie plus tard, je prendrai telle assistance plus tard. » Donc là, on remet à plus tard les actions. Enfin, on refuse, pardon, le déni, c'est que l'on refuse de voir la situation, et après, bien sûr, on remet à plus tard. Troisième point, l'âge subjectif, l'âge que les gens pensent avoir. En moyenne, quelqu'un qui a 60 ans se pense 14 ans de moins. Et par rapport à sa prévention, sauf s'il y a un problème de santé, on consomme et on agit par rapport à son âge subjectif. Donc, cibler des gens qui ont 60 ans, passer à la retraite pour des actions de prévention, en fait, on cible des gens qui mentalement ont 14 ans de moins, qui ont 46 ans. Et donc, ça, c'est une des difficultés pour cibler ces personnes, car elles se pensent plus jeunes qu'elles ne le sont. Ensuite, il y a des croyances qu'on verra après, qui vont freiner les actions de prévention ou la mise en prévention, et des actions qui vont autrement, et puis des croyances qui vont au contraire accélérer les actions de prévention.
Cinquième point que je voulais partager, c'est l'orientation dans le temps. Peut-être que vous le savez, mais il y a des êtres humains qui sont plus orientés vers le passé, d'autres plus dans l'instant présent, mais c'est quand même assez peu de personnes, et une autre partie est orientée vers le futur. Vous allez voir où je veux en venir. Les personnes qui sont orientées vers le passé, c'est en fait la vie était bien avant, ou ils comparent pour comprendre, oui, c'est des personnes qui disent pour comprendre l'avenir, il faut comprendre le passé. Ces personnes-là qui vivent dans le passé ont tendance à ne pas forcément voir tout le temps les conséquences d'une action dans l'instant présent. Par contre, les personnes qui sont tournées dans le futur, elles peuvent imaginer, donc généralement sont plus stressées, et ces personnes peuvent imaginer les conséquences d'un comportement, peuvent imaginer plus facilement les conséquences d'un comportement à l'instant T. Donc oui, on devine déjà que les profils de personnes qui sont les plus sensibles à la prévention sont ceux qui sont tournés vers le futur. Par contre, ceux qui risquent d'occasionner le plus de difficultés sur leur santé et le plus de stress sur la sécurité sociale, sur le système de santé, sont ceux en fait qui sont plutôt tournés vers le passé. Après, bien sûr, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des personnes qui se croient fortes, par exemple, et qui ont la croyance ou la peur de montrer une faiblesse en venant dans les ateliers de prévention. Certains ont peur de rencontrer des personnes qu'elles connaissent, par exemple, sur des sujets pointus. Il y a des valeurs qui jouent en compte. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie. Une personne qui a la santé comme valeur importante, dans les 3 premières, par exemple, est bien sûr encline à prendre des actions de prévention. Par contre, une personne qui n'a pas la valeur de la santé en premier ou dans les 3 premières, cette personne aura plus de mal à avoir des comportements liés à la prévention parce qu'elle ne va pas juger que c'est plus important. Par exemple, certains vont avoir l'hédonisme, par exemple, qui est plus important que la santé, par exemple. Le fractionnement du temps, en psychologie, on l'apprend, c'est le fait de... par exemple, si vous regardez cette vidéo un lundi, par exemple, certains d'entre vous vont dire mais vendredi, c'est dans longtemps, c'est dans 5 jours. Et d'autres vont dire mais vendredi, c'est dans 2 jours. Enfin, dans 2 jours mentalement, c'est très rapide, c'est demain. Ceux qui disent vendredi, c'est demain, qui ont un fractionnement étroit, ces personnes sont plus enclines à prendre des actions de prévention parce qu'on voit le temps qui nous reste. Bien sûr, il y a la résistance à la douleur. Et ensuite, la culpabilité. Là, je voulais en parler. Quand on communique sur des actions de prévention, vous allez communiquer à destination d'une partie des personnes qui auront refusé de prendre des actions de prévention, qui auront refusé, même dans la silver economy, refusé de prendre une telle assistance. Leurs enfants leur ont proposé devant tout le monde, devant la famille complète, de prendre une telle assistance. Et ils auront dit, parce qu'ils ne voulaient pas se montrer faibles, ils auront dit non, ma fille, j'ai pas besoin de telle assistance. Le fait qu'une partie des personnes refusent et déclarent qu'elles refusent une action de prévention, ce phénomène-là a tendance à être un frein aux actions de prévention, car l'être humain, dans les pays occidentaux, la société nous a appris à être cohérents avec nos déclarations. Donc c'est bien dans certains cas, mais là on voit que c'est un petit problème. C'est en fait, on s'aperçoit que quelqu'un qui a déclaré qu'il n'a pas besoin de telle assistance, qu'il n'a pas besoin d'aller dans des ateliers de prévention, de suivre des cours sur l'alimentation, cette personne-là aura du mal à changer d'avis et revenir. Parce que les autres lui diront « Ah oui, tu as changé d'avis, etc., etc. » Parce que la congruence entre le comportement et ce qu'on a déclaré est valorisée dans nos sociétés occidentales. Et donc là, on s'aperçoit que si les personnes changent d'avis, enfin, si les personnes, plutôt, ont refusé des actions de prévention, ont refusé une telle assistance, par exemple, sans prendre un produit sur la silver economy pour s'éloigner légèrement des actions de prévention, si la personne chute, en fait, elle risque de ne pas le déclarer à ses enfants pour ne pas se sentir coupable de ne pas avoir pris une telle assistance avant. Et le sentiment de culpabilité va empêcher une partie des personnes
d'avoir des actions de prévention, ou en tout cas d'accepter vos actions de prévention que vous allez leur proposer. Ce qui veut dire que dans les campagnes de communication, il faut s'arranger, et c'est ce qu'on explique dans la formation, il faut s'arranger pour travailler à déculpabiliser la personne, et il y a des outils très puissants de communication qui permettent de déculpabiliser une personne d'une communication, et ça on en parle dans la formation justement. Donc l'âge objectif, là vous voyez, quelqu'un qui a 65 ans pense 14 ans de moins dans sa tête, et là donc, quand ça marche, sur l'axe horizontal vous avez l'âge chronologique, là où vous suivez la courbe, voilà la flèche qui remonte jusqu'au croisement avec la courbe bleue, vous allez à gauche, moins 14 ans, ça représente l'âge subjectif que les personnes que vous ciblez. Donc ça veut dire également que si vous ciblez des personnes qui ont 65 ans, avec des visuels de personnes visuellement qui ont 65 ans, ça ne va pas fonctionner. Pour cibler des gens qui ont 65 ans, vous devez mettre des mannequins de personnes qui ont visuellement 50 ans. Vous devez vous caler un petit peu sur ce que fait notre temps. Je voulais également faire un focus sur les croyances. Vous voyez, par exemple, certains ont la croyance, et ça, on travaille ensemble dans les focus group, on détecte ces croyances. Il y a des croyances qui sont similaires à beaucoup de produits et beaucoup d'actions de prévention. Il y a des croyances qui sont spécifiques à certaines actions, certaines spécifiques à certains produits et services. Donc des croyances qu'on retrouve, oh c'est trop tard pour m'y mettre. Celui qui a une croyance du style c'est trop tard pour influencer le bien vieillir, vous aurez du mal à le mettre dans des actions de prévention. Il faudra changer cette croyance. Donc dans la formation, on explique également comment détecter les croyances et comment faire des communications qui vont abattre, entre guillemets, les croyances. Certains vont dire il faut profiter de la vie. Et celui qui a la valeur, par exemple, de l'hédonisme avant la valeur de la santé, aura tendance à dire ce genre de phrase. La vie est longue, on a encore le temps de voir venir. C'est pour les faibles. Il y a une partie, à peu près 12 à 13% des personnes qui, notamment sur les plus âgés, qui valorisent en fait la force et montrer une faiblesse, aller dans des actions de prévention, c'est reconnaître une faiblesse, et ça c'est difficile pour ces personnes en question. Ou alors d'autres ont du mal à s'occuper de soi. Et c'est ces personnes qui sont plutôt altruistes, tournées vers les autres, et qui ont du mal à s'intéresser à leur propre santé. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et là on va rentrer dans une autre phase qui est la segmentation. Parce qu'en fait, comme il y a tous ces freins, comment est-ce que l'on fait en fait pour quand même augmenter la performance de ces actions de prévention? Dans les missions que nous avons réalisées pour accompagner les personnes à améliorer leur campagne de prévention, on a multiplié par 2 ou 3 la performance des actions de prévention. Juste en expliquant, en suivant des conseils que je viens de vous donner, plus des conseils que l'on donne dans la formation, bien évidemment. Donc, une des solutions, c'est de segmenter. Donc, on a détaillé, on a décrypté, avec cette étude 3000 seniors, d'autres questions qu'on a faites, bien sûr, ce n'est pas les questions que je vous ai présentées qui ont servi à faire la segmentation, c'est d'autres questions qui ont servi. Une segmentation qu'on appelle prévention à 55+. Et donc voilà en fait les profils par rapport à la prévention liée à la perte d'autonomie. Vous avez environ 18% des personnes qu'on appelle les initiés. Bon, les noms, on peut mettre ce qu'on veut comme nom, mais c'est des personnes qui sont naturellement enclines, psychologiquement, à prendre des actions de prévention. Elles ont été éduquées comme ça. Elles ont des valeurs de la santé en premier, tournées vers le futur, connaissance de ce qui peut arriver si on ne prend pas soin de soi pour l'avenir. Moi, j'en fais partie. J'en fais partie de ces personnes en question. Donc, on est plus dans le stress, on est plus dans l'évitement de problèmes plus tard, on est plus dans la volonté d'être serein dans l'instant présent parce qu'on aura réglé les problèmes potentiels qui peuvent arriver, on aura pris des mesures préventives. On est très mental, dans le sens qu'en fait, on va chercher de l'information.
comprendre. On est ceux qui... on va arriver à un rendez-vous d'un médecin et on a regardé, comment est-ce que je fais actuellement, on regarde sur ChatGPT ou d'autres sites internet et on arrive avec le médecin et on fait une sorte de pré-diagnostic et c'est une discussion avec le médecin. Donc ça, c'est les initiés. C'est ceux que vous retrouvez majoritairement, je vais les décrire après, c'est ceux que vous retrouvez majoritairement, je prends le pari, dans vos actions de prévention. Les deuxièmes, les procrastinateurs, 33%, sont ceux qui sont conscients en partie, mais en tout cas qui procrastinent. Ils ont toujours procrastiné. Donc, il y a deux profils à l'intérieur, deux sous-profils. Il y a ceux qui procrastinent parce qu'ils ont le caractère de procrastiner. Et après, il y a ceux qui procrastinent, par exemple, parce que s'intéresser à la prévention, c'est aborder des sujets qui leur font peur, par exemple. Et il y a plusieurs raisons derrière. Donc, ces personnes-là sont des personnes qui sont assez proches des actions de prévention, qui sont assez réceptives, pour peu qu'on communique correctement avec eux et qu'on joue sur l'aspect des blocages, en fait, des croyances, des blocages qui les fait freiner. Et c'est pour ça, dans les focus group que l'on mène, aux entretiens individuels, si on travaille ensemble, on mène les focus group avec des psychologues, moi-même, puisque je suis psychologue en plus, donc je peux mener les focus group, et on détecte les croyances qui font procrastiner. Et ensuite, on travaille avec ces seniors sur comment lever ces croyances, et ça, on en parle dans la formation. Les non-conscients, donc il y a 28,2% des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'il faut faire pour bien vieillir. Et après, il y a les réfractaires, donc la vie est longue, ma fille, je suis assez forte, on verra plus tard, etc., notamment ceux qui sont forts. C'est 20% des personnes qui sont dans ce cas-là de figure. Donc, ce que je voulais partager avec vous à ce moment-là, ici, c'est que on voit dans vos actions de prévention, en tout cas dans les actions de prévention, que ceux qui viennent, vous allez vous apercevoir, sont généralement les initiés. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce la bonne cible? Parce que les initiés, on est déjà des personnes qui sont au courant de la plupart des choses. Bien sûr, on va en savoir encore plus, mais savoir comment faire à manger, qu'est-ce qu'un repas équilibré, quelles activités physiques faire, ça, on le sait. Enfin, la plupart des gens de ce profil-là initié, on le sait. Et donc, on est déjà acquis à la prévention depuis pas mal d'années. Et on n'est pas, en moyenne, ceux qui auront les plus gros problèmes de santé. Bien évidemment, c'est une moyenne. Bien sûr, on trouve toujours l'exemple d'une personne de 90 ans qui a fumé beaucoup et qui est en bonne santé, bien évidemment. Il y a quand même une courbe de Gauss là-dedans. Donc, en moyenne, on est ceux qui occasionnent moins le coût de la santé. Est-ce que les actions de prévention qui attirent les initiés ont un impact vraiment sur la société, sur la prévention? C'est une question qu'on peut se poser. Donc, généralement, quand on accompagne un client sur l'axe de prévention, et d'ailleurs comme tous les projets que l'on mène, c'est en relatif. C'est-à-dire qu'en fait, moi je ne commence pas une mission de conseil tant qu'on n'a pas compris quel est l'objectif et qu'est-ce qui est important pour atteindre l'objectif. Et les recommandations que l'on fait sont relatives par rapport à l'objectif et par rapport aux valeurs, aux critères d'importance de l'objectif. Essayez de cibler les réfractaires, bon courage. Je pense qu'en fait c'est peine perdue. En tout cas, ce n'est pas des acteurs, ce n'est pas d'entreprises, la silver economy à essayer de cibler les réfractaires. Donc, vous voyez, dans les focus group, si c'est pas bien fait correctement, ou si on fait des focus group avec des gens pris au hasard dans la rue, ou alors en concept, machin, etc., sur des stands, vous allez avoir des seniors au hasard qui sont dans vos ateliers, et vous allez avoir des réponses au hasard, donc des réponses bidons, en fait. Si, donc, vos ateliers, vous arrivez avec des réfractaires qui ont en plus un caractère fort, qui dominent le focus group, et en fait, les autres sont un peu soumis, ils diront rien, effectivement, la conclusion de votre focus group sera fausse par rapport, enfin en tout cas, sera juste par rapport au focus group, mais vous aurez des réponses par rapport à des gens qui sont réfractaires, qui de toute façon ne viendront pas à vos ateliers de prévention. Donc nous, quand on mène les focus group, on repère, parce qu'on a l'habitude, on repère les profils psychologiques. S'il y a 10 personnes dans le focus group,
avant, au fur et à mesure, on repère les profils psychologiques et on est capable de les mettre dans les différentes typologies. On va même faire des typologies de 8 personnes, de 8 à 9 profils pour faire beaucoup plus de détails. De façon à prendre en compte qui a dit quoi et quel est le profil qui a dit quoi. Parce qu'au final, on voit bien que l'idée, c'est de cibler les initiés et les procrastinateurs. L'idée pour la société, pour la sécurité sociale, pour le système de santé, ça serait de cibler les procrastinateurs et les non-conscients. Les non-conscients, il faut leur faire prendre conscience que manger du sel, c'est pas bon pour la santé. Et ensuite, il faudra leur faire prendre des actions. Donc il y a 2 étapes. Les procrastinateurs, ils sont pratiquement courants que le sel n'est pas bon pour la santé. Et en tout cas, le sel peut amener l'hypertension. Et les procrastinateurs, en fait, c'est juste, entre guillemets, le fait de procrastiner. La base, en fait, les fondations sont là. Il faut juste déclencher la procrastination. Enfin, déclencher la contre-procrastination, j'allais dire. Donc, le profil numéro 1, c'est les seniors sensibles à la prévention. Ils sont informés, conscients, engagés dans les actions de prévention. Ça, c'est moi, parfait. Un ou plusieurs événements extérieurs ont déclenché le passage à l'action. Donc, effectivement, en plus, si les personnes de ce profil-là ont été aidants, alors là, c'est clair que c'est les personnes qui vont venir le plus souvent dans vos actions de prévention. Et je pense que vous avez dû remarquer que si vous lancez une communication auprès d'un grand nombre de retraités, vous allez vous apercevoir que 80% des participants à vos actions de prévention sont des aidants. 18,5% de la population. Le deuxième profil représente les procrastinateurs. C'est les seniors qui sont sensibles à la prévention, mais ils procrastinent. Donc là, il va falloir déclencher, en fait, le fait de procrastiner. Et dans la formation, on explique, en fait, quels outils de communication, quels sont les messages, quel type de messages faire, et comment prouver les raisons de la procrastination, en tout cas, comment augmenter la communication. Donc ça, on l'explique dans la formation. Le troisième profil, c'est les seniors non conscients. Les seniors ne sont pas conscients des actions à prendre. Et là, il va s'agir de les informer, 22,8% de la population. Mais les informer ne va pas forcément les pousser à l'action. Donc il va falloir les informer et après, il faudra comprendre les ressorts. Et dans la formation, on explique comment comprendre les ressorts qui vont permettre ensuite, dans la deuxième étape, deuxième palier, deuxième marche, j'allais dire, qui vont permettre de prendre des actions de prévention. Et enfin, le troisième profil, les réfractaires, sont les seniors qui refusent de changer leur comportement à moins d'un incident de santé. Effectivement, il y a l'incident de santé qui va les influencer. À mon sens, quand on veut réussir ces actions de prévention, on va dire quand on est noté sur le nombre de personnes qui ont été touchées par des actions de prévention, dans ce critère-là, et l'un des critères les plus importants, par exemple pour avoir des subventions ou avoir un financement, vouloir cibler les réfractaires, c'est aimer la galère. Dans la formation, maximiser l'efficacité de vos actions de prévention, dans la formation, on va beaucoup plus loin sur ces profils et on explique comment communiquer concrètement, comment créer une communication qui va impacter. Et là, si on en revient aux différents profils, à mon sens, il est intéressant de cibler les initiés et les procrastinateurs. Donc, dans la formation, on vous explique beaucoup plus en détail la psychologie de ces initiés et de ces procrastinateurs, leurs valeurs, leurs croyances, leurs références, les croyances positives qui vont accélérer l'action, les croyances qui vont freiner, comment lever les objections, leur métaprogramme, différents profils pour pouvoir, différents éléments pour comprendre leur profil psychologique et comment adapter la communication. Et on vous explique également comment construire des communications par rapport à ces deux profils. On voit bien que la discussion va se faire entre les initiés et les procrastinateurs. Sauf bien sûr si on veut galérer, bien évidemment. Mais si on veut faire des actions de prévention qui fonctionnent, on va dire qui ont un impact en termes de nombre de personnes touchées et qui ont un impact en termes, on va dire, qualitatifs, c'est en fait mettre des personnes éloignées de la prévention dans la prévention,
c'est entre les initiés et les procrastinateurs. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand on commence une mission de conseil, on regarde quel est votre objectif et qu'est-ce qui est important pour atteindre l'objectif. Certains, dans les actions de prévention, sont intéressés par remplir leurs actions de prévention. Remplir leurs actions de prévention, c'est cibler majoritairement les initiés. Et donc la communication va plutôt servir aux initiés. Par contre, si on a un assureur et qu'on se dit, moi, ce que je veux, c'est réduire les coûts de santé pour plus tard, dans ce cas-là, il faut cibler peut-être les initiés, mais eux, vous n'allez pas gagner grand-chose par rapport à la baisse de coûts, mais vous pouvez cibler les procrastinateurs et après un peu plus les inconscients. Et là, vous allez baisser en fait les coûts sur la santé. Donc la stratégie va dépendre en fait de votre objectif et de ce qui est important pour atteindre votre objectif. On avait développé une matrice que j'ai appelée par mon nom, StratCC F C'est une matrice. Sur l'axe horizontal, vous avez le degré de conscience de la situation. Est-ce qu'on est conscient de sa situation de santé, par exemple? Sur l'axe vertical, il y a le degré de connaissance des solutions pour mes besoins et mes envies. Bon, après les noms, on met ce qu'on veut, d'accord, mais l'idée, c'est de dire en haut à droite, il y a les éveillés, c'est ceux qui sont conscients de leur situation et qui sont conscients de leur situation. Et là, on retrouve les initiés, une partie des initiés. Et après, il y a les conquis, ceux qui sont conscients de leur situation et qui vont rechercher des solutions, mais qui ne les connaissent pas. Et après, vous avez les ignorants inconscients, il n'y a aucun jugement de valeur de ma part, c'est les personnes qui n'ont pas conscience de leur situation, qui sont dans le déni, qui ne veulent pas le voir, et qui n'ont ainsi pas conscience des solutions. Et vous avez les instruits qui connaissent la téléassistance, connaissent les actions de prévention, connaissent le fait de manger, bouger, etc. Mais ils estiment que ce n'est pas pour eux. Donc on voit bien que les différents profils se classent plutôt comme ça. Alors c'est vraiment schématique parce que ça se discute. Mais en tout cas c'est pour discuter. Il est plus facile de cibler les initiés, donc c'est en haut à droite, et les conquis, donc on voit bien que c'est les initiés à cibler et ceux qui sont en procrastination qui sont les plus faciles à cibler. Oui, en fait, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait les réfractaires, je les ai mis quand même au milieu, car c'est des gens qui connaissent leur situation et qui connaissent peut-être les solutions, mais en tout cas, ils ne veulent pas prendre de mesures pour changer quoi que ce soit. Donc dans la formation maximiser l'efficacité des actions de prévention qu'on fait avec EDIAD, qui est un CFA, donc la formation est Calliope, elle peut être prise en charge en fonction des situations personnelles prises en charge par un OPCO. On explique pendant une journée l'ensemble de ces éléments, on décrit les profils très particuliers, on décrit également comment communiquer, qu'est-ce qui fonctionne dans les communications pour améliorer vos actions de prévention. On définit également, et on va en voir dans le détail après le plan de formation, les stratégies, différentes stratégies possibles. Je voulais également partager avec vous une autre vision des 3 meilleurs profils seniors acheteurs de produits et services Silver Economy. Donc ça, c'est une autre partie d'une autre étude que nous avons réalisée. Je vous l'ai greffé ici. Vous avez bien sûr les initiés, bien sûr qu'on retrouve ici. Les initiés, c'est les éveillés et les conquis. Donc là, ça rejoint ce que je vous ai dit juste avant, donc je ne m'attarde pas. Donc dans la formation, on parle en détail de ces profils, en détail de comment communiquer par rapport à ces profils. On décrypte leurs profils psychologiques et démographiques, c'est en fait leurs données de vie en fait particulières. Il y a des postes actifs, on peut voir ça différemment également. Les postes actifs sont les seniors qui vont réagir après un incident. Donc on voit bien d'ailleurs sur l'équipement téléassistance, il y a une partie qui s'équipe un peu avant, c'est les initiés qui s'équipent un peu avant. Et après il y a les postes actifs qui eux en fait attendent un incident, c'est pas forcément une chute, c'est pas forcément très grave. Ça peut être j'ai glissé dans ma salle de bain ou j'ai glissé chez moi, et là j'ai pris une frayeur, et la frayeur m'a fait prendre conscience de ma situation et surtout du danger à ne pas prendre d'action de prévention. Donc généralement par contre c'est les plus âgés. Donc là dans la formation, pareil, on explique ce profil en question.
et on explique comment détecter, comment communiquer après par rapport à ce profil en question. Et après, il y a l'affinitaire. L'affinitaire, c'est ce que j'appelle, c'est le profil, le persona qui correspond plus précisément à votre secteur d'activité. Et il y a certains secteurs d'activité, on s'aperçoit qu'effectivement, les deux premiers profils, ça améliore en fait les résultats. Par contre, en allant beaucoup plus loin et en ayant un profil, un persona ad hoc, ce qu'on appelle l'affinitaire en fait, ça va grandement améliorer les performances de vos actions et de vos ventes. Donc là, en fait, il s'agit alors de l'identifier, de le décrypter, de le modéliser. L'identifier, c'est par l'analyse, on va identifier le persona, on va le décrypter, et en fait, on va décrire son caractère et le modéliser. Modéliser, c'est aller beaucoup plus loin qu'un décryptage, c'est-à-dire qu'en fait, on va détecter ses croyances, ses valeurs, ses capacités, ses croyances limitantes, croyances positives, son rapport au temps, son métaprogramme, enfin les différents, ce qu'on appelle en psychologie, les différents métaprogrammes qui permettent de faire des communications qui sont très performantes pour pouvoir cibler précisément votre profil. Donc là, effectivement, dans la formation, on parle de comment mener les focus group et comment détecter ces différents métaprogrammes qui sont les éléments de... En fait, c'est la cartographie psychologique d'une personne par rapport à un sujet. Donc en fait, c'est le modèle du monde. Et dans le modèle du monde, par rapport à la personne, c'est la façon de voir le sujet. Il peut y avoir la référence, les valeurs par rapport au sujet, les croyances par rapport au sujet, les valeurs qui se raccrochent dessus. Et comment en fait on peut détecter. Il y a des actions de prévention que vous avez remarquées. Il y a le fait d'amener les gens en prévention. Et après, il y a le fait de les garder dans vos actions de prévention si vous avez fait une série d'actions de prévention. Il y a deux ressorts là. Et on vous apprend dans la formation comment on détecte les deux ressorts. Il y a un ressort qui fait passer à l'action. Et après, il y a un ressort, enfin, il y a un post-it, il y a quelque chose en fait qui fait coller la personne aux actions de prévention. Et il faut également le savoir, détecter, sinon en fait vos actions de prévention vont baisser. Et on voit que ceux qu'on a accompagnés et qui ont cette piqûre en fait précise, de rappel en fait, qui est précise et spécifique à chaque produit et service, cette piqûre d'appel permet en fait de maintenir les gens précisément, beaucoup plus précisément dans les actions de prévention. Alors la formation, c'est quoi? C'est comprendre les différents profils cohérents. Donc on va décrypter les caractéristiques des seniors réceptifs à la prévention. Donc c'est basé sur des données psychologiques et sociologiques. Ensuite, on optimise l'architecture des actions. Donc on positionne sur des matrices de stratégies que vous pouvez retrouver sur d'autres vidéos, mais on explique précisément par rapport aux actions. Est-ce qu'on fait des actions plus intergénérationnelles, très spécifiques, intergénérationnelles? En bref, il y a plusieurs solutions. On parle de la communication, comment créer une communication qui est impactante en fait et qui performe pour les différents profils. Et donc les objectifs globaux, c'est rendre plus efficaces les actions de prévention à destination des 60 ans et plus, concevoir des actions de prévention avec une plus grande pertinence, donc là c'est la conception de l'action en tant que telle, et c'est aussi l'ordre dans lequel on propose les actions de prévention. La première marche, la première action proposée peut être plus ou moins pertinente. Donc, oui, donc en fait on peut amener et on peut faire un programme, mais l'ordre dans lequel on fait le programme est important. Bien sûr, c'est d'augmenter le nombre de participants. Donc là, généralement, on fait x2 ou x3 le nombre de participants. On pourrait faire plus, en fait. On peut faire plus, mais bon, c'est pas mal déjà, il faut des x3. Et donc, en fait, ça donne, lorsque vous cherchez des financements, vous avez des résultats, en fait. Et si vous avez mené ces études en question, avec nous ou avec d'autres, mais si vous avez mené ces études, si vous avez suivi la formation, vous serez capable de mener des focus group très précis par rapport à vos actions. Vous allez pouvoir prouver aux financeurs que vos actions, même si elles coûtent peut-être un peu plus cher, répondent vraiment aux attentes et sont impactantes.
Et bien sûr, on va apprendre à cibler des profils cohérents avec des objectifs. Donc là, vous avez les différents les objectifs. Là, vous avez le programme. Donc, c'est comprendre et surmonter les obstacles chez les seniors par rapport à la prévention. Donc là, on liste les objections, les blocages qu'il peut y avoir, les obstacles, et après, on apprend dans la formation sur comment détecter les autres obstacles. Appréhender la vision des seniors et de la prévention, définir les profils seniors les plus réceptifs et cohérents par rapport à votre objectif et par rapport à ce qui est important pour vous, c'est important. Utiliser les clés du succès, les clés de succès pour ces actions. Donc effectivement, il y a des facteurs clés de succès qui sont utilisés. On parle de stratégie. Quelle stratégie on adopte? On parle de la communication auprès des seniors. Donc là, c'est issu du marketing des seniors et du marketing générationnel. Effectivement, on ne communique pas de la même manière en fonction des générations et on sait que le marketing des seniors est important. Et après, donc là c'est la théorie, et après, concrètement, optimiser sa communication pour les actions de prévention. Là on apprend concrètement à faire une campagne de communication qui va performer. Elle performe parce qu'elle utilise des outils psychologiques. Quand on utilise les métaprogrammes, c'est en fait la carte mentale des profils psychologiques, la carte mentale psychologique des personnes que l'on veut cibler, les communications sont beaucoup plus performantes. Par exemple, dans une action de prévention, on ne peut pas suggérer, on ne peut pas expliquer trop directement l'état dans lequel se trouvent les personnes. On ne peut pas utiliser le terme prévention. Donc, la première date, en inter-entreprise, pour 10 participants maximum, d'ailleurs c'est même pas 10, c'est 8 personnes, parce qu'il y en a déjà 2 qui se sont inscrits. C'est le 29 mars 2024, c'est à Paris, c'est moi qui anime. La formation, c'est 950 € hors taxe, c'est une formation à un prix classique. Et c'est une formation qui est éligible au financement OPCO, selon les fonds disponibles et en fonction de votre organisme d'OPCO, puisque la formation est certifiée, donc c'est une formation certifiante Calliope. Pour avoir plus d'informations, vous tapez frédéricserrière.com/formationprévention.pdf. Et vous avez les renseignements. Je ne sais pas s'il y aura d'autres dates. Ça dépendra de l'engouement. C'est une formation que moi je suis persuadé que cette formation apporte beaucoup. Parce que j'ai vu les résultats très fortement. Maintenant, si ça intéresse beaucoup de monde, il y aura d'autres dates. Si ça intéresse que 10 personnes, il y aura, ou 12 personnes, il n'y aura qu'une seule date. Maximum 10 personnes pour qu'on puisse travailler sur des cas concrets. Donc c'est en petit comité sur Paris, et c'est le vendredi, je crois que c'est un vendredi 29 mars. Plus d'informations, frédéricserrière.com/formationprévention.pdf. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez échanger avec moi, si vous avez des questions sur la formation, si vous voulez que l'on parle stratégie concernant vos actions de prévention, pour avoir un avis, si vous voulez avoir mon avis, j'offre généralement 1 heure en visio, 1 heure par projet, 1 heure qui est gratuite par projet. Et pendant cette heure en question, c'est un rendez-vous stratégique. Je vous donne, déjà, je vais bien comprendre vos objectifs, ce qui est important pour vous, vos actions, etc. Et je vous donne des insights, en fait, qui sont déjà directement utilisables, bien sûr. Et après, si vous voulez travailler plus avec nous, c'est quand on vous accompagne pour les focus group, ou alors plus pour une mission de conseil sur améliorer vos stratégies de communication, je suis disponible. En résumé, vous avez compris que l'important, c'est de savoir qui on va cibler. L'important, c'est de comprendre la psychologie des seniors par rapport au sujet de prévention, parce que c'est un sujet qui est qui peut être tabou, qui peut être très important, très intime. Et si on n'aborde pas les sujets clairement, si on cible par exemple une personne qui est dans le passé, avec des éléments du passé, ça ne marche pas. Et les outils de communication qui vont servir à des gens qui sont comme moi, les initiés, en fait, c'est des outils qui sont très importants. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi à des profils qui sont initiés. Il y a des éléments qui sont rédhibitoires et qui vont rendre à néant votre action de communication, votre campagne de communication.
On sait par exemple que pour cibler les initiés, un exemple pour détailler un petit peu, il faut cibler sur la loyauté. Les initiés sont très sensibles à la loyauté. Donc ce qui est intéressant, oui, dans la formation, dans notre approche, c'est qu'en fait, là je vous dis qu'en fait, l'important pour les initiés, c'est la loyauté. Ça n'a rien à voir avec la prévention. Mais en fait, quand on cumule les deux, en fait, on s'aperçoit que ceux qui sont initiés sont ceux qui sont également les plus sensibles à la loyauté. Et donc, une communication qui n'est pas authentique, qui n'est pas basée sur la loyauté, c'est une communication qui ne peut pas fonctionner sur les initiés. En tout cas, qui va donner de très très mauvais résultats. Donc, ça veut dire beaucoup de choses dans la communication. Donc là, je donne un exemple de la puissance de l'approche que l'on vous propose. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la formation, voir de manière objective si la formation est intéressante pour vous, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des 10 personnes qu'on va peut-être d'ailleurs sélectionner, parce qu'on veut 10 personnes qui soient motivées, d'accord? Donc, voir si la formation peut vous convenir de manière objective. Envoyez-moi un mail, et si vous voulez un rendez-vous d'1 heure en visio, je suis également disponible. D'ici là, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup et à bientôt.